Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau jour se lève sur la capitale togolaise. J'espère que vous vous levez du bon pied. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier numéro de la balade matinale. Nous allons parler d'un pur produit togolais, enfin du cinéma togolais dans cette balade matinale. Nous allons à la découverte tout à l'heure de ce produit, mais pour l'heure, laissez-moi vous installer confortablement avec cette nouveauté de Charlotte Diponda. Je ne peux pas laisser Charlotte Diponda avec sa nouveauté pour vous accueillir dans la balade matinale. Comme je le disais, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis Juanita Blavoutri, avec moi sur ce plateau de la balade matinale et Sylvie Mimi Bossou Souedjede qui vient de sortir un pur produit togolais du cinéma. Bonjour madame. Bonjour madame Juanita. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais très bien. Je Merci. vais très bien aussi. Alors, on vous est plongé dans le monde des ados, dans le monde des enfants, dans le monde culturel également, on va dire. Le pas de la culture et du monde des ados au cinéma, il est petit ou grand? Petit, grand, je ne saurais pas le dire, mais il faut dire que c'est un rêve d'enfant. D'accord. C'est un rêve d'enfant parce que moi, déjà à 8 ans, j'étais sur le podium du Palais des Congrès. À l'époque, c'était la maison du parti. J'étais déjà sur ce podium-là en tant qu'actrice de théâtre. D'accord. À l'école, au collège, au lycée, j'ai toujours joué des scènes au théâtre. Donc, je l'avais déjà dans le sang et je savais que un jour, forcément, j'irai au cinéma. C'est un rêve d'enfant. Bon, ça devait arriver et je crois que c'est le moment. Voilà, qui se concrétise un rêve d'enfant à Balo et à Fi. Donc, comme je le disais, c'est un produit culturel, cinématographique togolais qui a été produit en avant-première le lundi 16 juin dernier à Lomé, un film dont nous allons parler dans cette émission. Vous êtes la productrice et la réalisatrice de ce film. Comment est-ce que vous avez été inspirée par ce film, ce produit qui parle aussi de cette époque que nous avons vécue, toutes et tous, enfants, à Balo et Afi, le livre que nous lisions? Alors, à Balo et Afi, oui, c'est vrai, on peut faire le lien avec le livre que nous lisions, mais ce n'est pas forcément. C'est pas réellement ça. C'est pas réellement ça. Alors d'où vient cette inspiration? Oui. Comme vous l'avez dit, le film a été lancé le 16 juin en avant-première, Journée de l'enfant africain. Oui. Pour planter le décor, c'est pour vous dire que c'est un film qui parle de l'univers des enfants, de la situation des enfants de la rue, pour être plus précise. J'ai toujours travaillé avec les enfants depuis 2004, avec mon association, l'association Précieux Trésor de Vie. Oui. Et déjà en 2007-2008, je me suis plongée dans l'univers des enfants en situation ou bien en conflit avec la loi. D'accord. Les vendredis après-midi, j'allais à la brigade pour mineurs pour échanger avec ces enfants-là, histoire de comprendre comment un enfant né d'un père, d'une mère qui a vécu avec des parents se retrouve dans cette situation. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ces enfants pour comprendre un peu leur situation. D'accord. Entre-temps, je me suis un peu retirée de ce monde-là. Bon, vous savez, les associations, question de financement et tout, parfois, il nous arrive de faire certaines actions, mais faute de moyens, on n'arrive pas à continuer. Mais j'ai toujours gardé mon esprit dirigé vers ces enfants-là, parce que leur univers n'est pas si facile que ça. Et en 2017... lors d'une journée de l'enfant africain, j'ai choisi de travailler avec eux. Je suis allée les voir à la plage et je me suis assise avec eux à la plage. C'est leur univers, hein, c'est leur environnement. C'est pas dangereux d'être parmi eux? Parce non, je suis passée par leurs responsables parce qu'il y a des associations qui ont pour objectif principal les enfants de rue. Donc, je suis passée par un de ces coachs, je vais le dire ainsi, pour m'accompagner
dans cet univers-là. Donc, je me suis assise avec eux, on a échangé. Et puis, ce jour-là, c'est la situation d'un enfant qui m'a interpellée. Il était là, mais il n'arrivait pas à intégrer le groupe. Il était juste là, à côté. Et je demande aux autres, mais pourquoi lui ne s'approche pas de nous? Et puis, on me dit, il y a 3 jours seulement qu'il est arrivé. Ah bon? Je me rapproche de lui. Il faut une cérémonie d'intégration? Je ne sais pas. Mais je me suis rapprochée de lui, 10, 11 ans, tout petit. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que toi tu viens chercher ici? Qu'est-ce que tu viens chercher dans la rue? Et c'est son histoire qui est le point de départ de ce film. Et son histoire était quoi? Il me raconte qu'il vivait au village avec ses parents. Et son père est décédé entre-temps. Et un jour, sa maman dit qu'elle n'avait plus les moyens de s'occuper de lui. Et l'a ramené chez sa tante à Lomé. Et puis un soir, sa tante dit, maintenant je suis fatiguée de m'occuper de toi, je n'ai plus les moyens. Et une nuit, elle l'amène à Décon. Elle le dépose là-bas et lui dit, il y a des associations qui s'occupent des enfants de la rue. Ils viendront te chercher aussi pour s'occuper de toi. Et sa tante est partie sachant qu'il ne saura pas retrouver le chemin de la maison. Et c'est comme ça qu'il rentre dans la rue. Waouh, ça fait froid dans le dos. Ah ben oui. Et cette année-là, je me rappelle, avec tous, j'ai voulu continuer l'action. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, vous avez de la valeur, on va faire une activité, on va faire un défilé de mode. Je suis allée chercher des habits par-ci, par-là. Et à la maison TV5 Monde, ce jour-là, nous avons fait un défilé de mode, on les a habillés, c'était tout joli, il y avait beaucoup de monde. Et d'abord, c'est Didier qui nous avait fait pleurer ce jour-là, parce qu'il arrive sur le podium et puis il commence à pleurer. Je l'ai pris dans mes bras, on a tous pleuré, même les participants à l'activité. Et pour finir cette même soirée, c'est un autre qui s'appelle Bébéto. Lui, on l'a habillé en veste. J'ai pris la ceinture de mes collaborateurs parce que le pantalon ne tenait pas. On finit l'activité et puis je ne retrouve plus Bébéto. Bébéto est parti avec la veste, la ceinture et tout. Il n'avait jamais vu des vêtements comme ça. Non, mais l'histoire qui accroche, c'est quoi? En partant, il a laissé un message. Il dit qu'il retourne habillé en veste dans son quartier pour que tout le monde voit que lui aussi, il peut porter une veste. J'ai dit, laissez-lui la veste, laissez-lui tout. Je n'ai jamais retrouvé Bébéto. Mais ces histoires m'ont beaucoup travaillé. Et j'ai commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant se retrouve dans cette situation? Et de réflexion en réflexion, est-ce qu'il faut écrire un livre? Non, les gens ne lisent pas beaucoup. Et finalement, c'est le cinéma qui était déjà dans mon ADN, qui s'est imposé à moi pour, dans une histoire fiction peut-être, mais avec en arrière-plan une réalité. J'ai choisi le canal du cinéma pour parler de ces enfants-là. Mais pas que, mais de façon de la situation des enfants vulnérables en général. Pour dire que le Abalo et Afi, c'est le premier film d'une trilogie. Donc, c'est 3 films qui vont explorer différents aspects de la situation des enfants vulnérables. Et donc, c'est l'histoire de Abalo et Afi, ce long métrage de 85 minutes qui était en avant-première le 16 juin. En tout cas, c'est très touchant pour une première réalisation, pour un premier film que vous produisez vous-même. Quelles ont été les difficultés? Parce qu'on sait que le monde du cinéma est très compliqué. Quelles ont été les difficultés pour réaliser ce film? Chaque fois qu'on me pose cette question, je replonge dans ce parcours-là. Et j'avoue que le 16 juin dernier, en avant-première, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce qu'à plusieurs moments, j'ai failli abandonner. D'abord, l'erreur, mais que je salue aujourd'hui parce que je me dis, si je savais que ça allait être difficile, je n'allais pas le faire. Alors, c'était quoi? C'est quelqu'un, cinéaste, qui m'a dit qu'il a fait un film avec 1,5 million. Donc, je me suis dit, OK. Tout au plus, avec 5 millions, je ferai un beau film. Mais ce que je n'ai pas bien compris, c'est qu'il a fait un court-métrage. Un très court-métrage avec très peu de décors. On va dire 2-3 décors. Et puis, le film était fait. À 1,5 million, OK, c'est tout ce que j'ai retenu.
Ok, avec 5 millions, je vais glaner par-ci, par-là et je vais le faire. Je me suis retrouvée à quoi? x4, x5? C'est-à-dire un budget de 20 millions pour la réalisation. Un peu plus. Waouh. Parce que d'abord, quand j'ai commencé la réalisation, c'était tellement passionnant pour moi que je voudrais mettre des décors. Et puis, ça demandait je ne faisais qu'avancer. Et puis, l'argent fini. J'ai déjà épuisé. Et puis, je vais m'arrêter. Ça veut dire que je perdais tout ce que j'avais déjà mis. Ce n'est pas possible. Mais impossible n'est pas Mimi. Et j'aime tellement relever les défis. J'ai un slogan, c'est jusqu'au bout de mes rêves. Quelles que soient les difficultés, c'est jusqu'au bout de mes rêves. Et même mes conférences avec les jeunes, le thème premier, c'est jusqu'au bout de mes rêves. Alors, je me dis, toi qui dis aux jeunes, jusqu'au bout de vos rêves. Et puis, tu vas commencer. Et j'ai dit non. Et j'ai foncé. L'écriture a commencé en début 2023. Et on a commencé à tourner en décembre 2023 pour finir le tournage en décembre 2024. Ah non. Alors, donc, première difficulté, les moyens financiers. Oui. Alors, la réalisation. Je n'ai jamais fait d'école de cinéma. Bien sûr. Mais je devais réaliser. Parce que moi seule avait dans ma tête l'image que je voulais. C'est-à-dire, j'avais le film dans la tête. J'ai pris un premier assistant réalisateur qui a fait du cinéma. Oui. Mais à la réalisation, enfin, j'ai découvert ça aussi, que tout me revenait. C'est-à-dire, eux, ils étaient là pour organiser les choses. C'est moi qui devais dire, tourner ça, le plan comme ça, J'ai découvert ça aussi. Deuxième difficulté. Mais c'est passé. Mais avant ça, il y a le scénario. Quand vous voyez dans le générique, c'est écrit et réalisé par Mimi Bossou Soyedé. Et c'est écrit avant de commencer? Bien sûr, le scénario est écrit avant de commencer. Dans un cinéma, il faut savoir que le scénario à l'écriture est un peu différent du scénario au tournage et du scénario au montage. Carrément. Oui, parce qu'il faut adapter tout le temps. Au début, j'ai pris des scénaristes. Ils m'ont donné ils ont écrit, m'ont donné, mais je n'avais pas... Il manquait ce petit truc-là. Oui. Alors, j'ai tout repris. C'est-à-dire, quand eux-mêmes, je leur ai montré le premier jet après le tournage, ils ont dit, si on met notre nom là-dessus, ce sera injuste parce que ce n'est pas le scénario qu'on vous a donné. Et c'était vrai. J'ai tout changé. Et à des moments même, c'est vrai, je leur demandais des conseils, mais... je ne leur disais pas tout pour qu'ils me découragent. Pour qu'on me dise, non, cinéma, on ne fait pas ci, on n'écrit pas comme ça. Je n'ai pas voulu faire ça. Et j'ai foncé. Donc, écrire, réaliser. Maintenant, je croyais que quand j'aurai fini le tournage, je vais donner à un monteur. Qui va simplement ramener le résultat final. Non, on me dit, ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir s'asseoir. Prends ce plan. Change ce plan. Être là. On arrive à la fin. Non, c'est pas ça. On revient. On change ce plan. Non, c'est trop long. Il faut réduire. Et j'ai fait ça pendant 6 mois, 8 mois. Aller m'asseoir avec le monteur. Tous les jours. Mais j'ai beaucoup appris. Ça a été une vraie école. Aujourd'hui, sans faire école de cinéma, je peux vous assurer que une petite expérience. Le deuxième film, ça sera plus facile et ça sera encore plus beau que ce que j'ai fait. Donc, les difficultés, voilà. J'ai tourné avec des enfants. On me disait, tu veux tourner avec les enfants? Déjà que les enfants, pour leur faire une petite interview, il faut tout calculer d'avance. J'imagine que c'est un film entier. Mais Dieu a fait grâce. J'ai fait le casting. Les enfants que je trouvais ont été sages sur toute la ligne. Wow. Même les adultes, tout le monde, personne ne m'a créé de problème. Wow. Personne. Et c'était aller. Ça veut dire qu'on a des acteurs, des bien actrices sûr, cachées bien ici. Sûr. Il faut voir le film. Et maintenant, les parents. On doit laisser les enfants partir. Si c'était qu'en journée. Mais la vie des enfants de la rue, ce n'est pas qu'en journée. C'est aussi la nuit. Donc, il a fallu tourner la nuit. Parfois jusqu'au-delà de minuit. Les parents donnaient leur autorisation? Bien sûr, leur autorisation. Ils ont signé les autorisations. Mais le parrain à la maison, 23h, l'enfant n'est pas encore rentré. Minuit, l'enfant n'est pas encore rentré. Mettez-vous à la place des parents. Et on a géré tout ça là. Les parents n'ont pas fait de problème non plus. C'est-à-dire,
comment on dit ça? Les étoiles étaient alignées, les astres, je ne sais pas comment on le dit, pour que ça se fasse, quoi. Et tout s'est bien passé. Aucun incident. Parfois, quelques problèmes techniques, mais souvent vite gérés. Et voilà quelques difficultés que j'ai pu surmonter, que j'ai surmontées avec toute l'équipe derrière moi, que je remercie également. Je remercie les parents, je remercie les enfants, mais je remercie l'équipe aussi parce qu'ils ont compris d'abord par rapport à mon budget, ils ont accepté. Je n'ai pas payé au plus bas, mais je n'ai pas payé au plus haut non plus. Ils ont accepté et m'ont accompagné. Quelquefois que sur le terrain, oui, parce que comme je le disais, non, au cinéma, on ne fait pas ci, non, vous n'avez pas... Surtout quand vous travaillez avec des gens qui sont déjà professionnels de la matière. Voilà. Mais on l'a surmonté. Et voilà quelques difficultés. Alors, j'aimerais qu'on tire quand même conseil de ce parcours qui a été vraiment passionnant. À ces jeunes, peut-être producteurs ou encore ceux-là qui sont amoureux du cinéma, qui voudraient rentrer dedans. Est-ce que vous avez des conseils à leur adresser? Je voudrais leur dire de s'informer assez avant de se lancer. Parce que c'est très difficile de mobiliser de l'argent pendant qu'on n'en a pas. D'investir et de ne pas aller jusqu'au bout. Et que tout reste dans le tiroir après. Ça fait très mal. Je voudrais aussi leur dire, quand vous voulez y aller, allez-y pour ne faire que de la qualité. Je voudrais aussi leur dire que peut-être pas à eux, mais à tous ceux que peut-être à un moment ou à un autre, je l'ai dit, hein, j'ai dit, oh, quel film, je voudrais m'excuser pour dire, je ne savais pas que c'était si difficile. Déjà, en faisant un film, c'est déjà osé. Je voudrais leur dire félicitations, mais on ne peut pas faire tout ce sacrifice pour sortir quelque chose qui n'est pas bon et que ça ne passe pas. En tout cas, je me réjouis qu'à l'avant-première et à la première à l'Institut français, c'était unanime, c'était que des félicitations, des bons retours. Et c'est le plus grand succès pour moi. Le fait qu'après tout ce sacrifice-là, les gens aient apprécié. Voilà. Je tiens à préciser que Sylvie Mimi Bosusso-Gédé a également été actrice. Voilà. On vous a également vu dans un film récemment. Dans des films. Alors, déjà dans Ayele Bevi de Justin Kwacha, dans Oasis de Akerebourou, Angela Akerebourou, dans un fiancé à la barre de... son nom les noms. Voilà, donc, comme je l'ai dit, ça vient de l'enfance. Et je crois que ça vient de mon père, qui était scout et qui m'a très tôt plongé dans cet univers de théâtre et tout. Et voilà. D'accord, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Nous recevons ce matin la productrice et réalisatrice du film Abalo et Afi, sorti tout récemment au cinéma. Alors, comment va être fait la campagne pour la médiatisation, pour que les gens puissent, ceux qui ne connaissent pas encore ce film, découvrir et regarder? Comment ça va se faire? Alors, déjà, on a fait l'avant-première. Là, c'était juste avec des journalistes, les parents, les acteurs et les acteurs... sociaux qui travaillent avec les enfants, la Ligue, CNDH et tout, ils étaient là. Et c'est un film que je souhaite projeter, suivi à chaque fois d'un petit débat. Et c'est ce qu'on a fait à l'avant-première. Sur la thématique des enfants de rue. Des enfants de rue, parce que c'est essentiel qu'on en parle pour que chacun comprenne ce qui se passe dans cet univers-là. Donc, et même à la projection à l'Institut français. Donc, je voudrais déjà remercier. Il y a une maison de production Émergence qui nous a accompagnés dans l'organisation. Donc, ils se sont également chargés de la communication pour l'avant-première et la première à l'Institut français. Donc, les réseaux sociaux. Et puis, actuellement, tout ce qu'on a fait, on est en train de repartager ça. Mais c'était restreint comme public et nous pensons maintenant faire une grande première pour que le plus grand nombre puisse regarder le film. Puisqu'on en parle, mais il faut bien qu'on aille regarder. Ben, elle en parle. C'est quoi exactement? Et une date déjà qui est retenue? Pas encore, mais très bientôt, août-septembre. Parce que nous avons fait une... belle et mauvaise expérience le 20 juin avec la projection. La première?
à l'Institut français. Tout s'est bien passé. Hein. Sauf que ce soir-là, il y a une grosse pluie, si vous vous souvenez. Il y a une grosse pluie qui s'est abattue sur la ville. Alors que à 3-4 jours, les réservations, parce que c'était sur réservation, et la salle n'est pas trop grande, c'était complet. Et donc, les gens beaucoup ont appelé pour s'inscrire, mais c'était complet. Sauf que ce soir-là, la grosse pluie a fait que il y a certains, heureusement pas tout, on a fait plus de la moitié de la salle, hein, mais certains n'étaient pas là. Et c'était tout à fait compréhensible parce que si on n'a pas de voiture, on ne pouvait pas braver. Et ils ont dû réclamer une deuxième séance. En tout cas, moi-même, je promets la grande première où ils peuvent se rattraper. Donc, ils n'étaient pas là. Ce n'était pas de leur faute. Je me dis, peut-être que c'est nous-mêmes qui n'avons pas bien choisi le moment. Mais on devait le faire ainsi parce que ça marquait pour moi, c'était symbolique pour moi, la semaine où on célébrait l'enfant africain. L'avant-première, le 16 juin. Et la première, le 20 juin, c'était des dates symboliques pour moi. On ne pouvait pas ne pas le faire. Si on ne le faisait pas le 16 juin et le 20 juin, c'était parti pour novembre parce que je voulais le faire pour marquer des dates. Je voulais le faire le 12 avril, qui est la journée dédiée aux enfants de la rue. C'était pas prêt. Le montage n'était pas prêt. Donc, j'ai choisi finalement le 16 juin. Et là, j'ai mis le paquet. Sinon, c'était parti pour le 20 novembre, journée de l'enfant. C'était parti trop loin. On a mis le paquet et ça s'est fait. Mais avant le 20 novembre, en tout cas, on aura la grande première et tout le monde pourra découvrir le film. J'espère que vous me recevrez pour qu'on en parle quand viendra le moment. Évidemment qu'on va vous recevoir. Donc, voilà. Et quand on parle d'enfants de rue aujourd'hui, le sujet accroche plus d'un. J'aimerais quand même qu'on en parle aussi au-delà de ce film dédié aux enfants de rue. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour aider ces enfants à la réinsertion? Un projet peut-être au niveau gouvernemental ou encore au niveau communal. On a plusieurs institutions aujourd'hui pour permettre à tous ces enfants-là de réinsérer des familles ou encore des foyers, on va dire. Il faut d'abord comprendre le phénomène avant de chercher à trouver des solutions. Il faut comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Quand vous regardez le film, vous comprendrez, on a donné quelques raisons. Parce que le film, ce n'est pas que enfant de rue, c'est toute une histoire, mais centrée autour de cette thématique-là. Il faut d'abord comprendre ces enfants qui sont dans la rue. Pourquoi ils n'ont pas la même histoire. Je viens de vous parler de l'histoire de cet enfant-là que sa tante a laissé dans la rue. Après, on va blâmer cet enfant-là quand il sera devenu un bandit. Mais d'où vient cette situation? Le problème, exactement. Les adultes. Et je dis souvent, la plupart de leur histoire, c'est-à-dire, ils sont victimes de ce que des adultes n'ont pas fait. C'est vrai, on les traite de coupables, de vol, de banditisme, de drogue et tout. Il y a forcément quelque chose qui les a poussés. Derrière, c'est quelque chose qui les a poussés vers là. Il y a un autre, par exemple, orphelin, ballotté de famille en famille, et finalement, ne trouvant pas l'amour à la maison, dans la rue, il s'est senti protégé, accueilli. Parce qu'il faut dire que dans la rue, je les ai rencontrés aussi, ils ont une sorte de famille. Hein. Il y a un coach, il y a, je sais pas, des matrones. Donc, on se sent un peu protégé, on va dire, dans un cocon. Il y a une dame que j'ai rencontrée entre-temps, qui m'a raconté son histoire parce qu'elle a fait la rue. Son père est un cadre de ce pays. Et chaque fois, elle dit si elle... Et elle a fait la rue? Elle a fait la rue. Sa maman est cadre dans une grande entreprise, mais elle a fait la rue. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser une personne comme ça à la rue? D'abord, parce qu'elle a été abusée sexuellement par son père. Par son père. Entre-temps, sa maman et son papa se sont séparés. Donc, elle devait faire l'aller-retour entre papa, maman. Et la maman. Donc, quand elle disait à papa qu'elle est avec maman, non, elle était avec les amis. Et vice-versa. Mais, encore une fois, abusée par le mari de sa maman. Oh, mais qu'est-ce qui Parce se qu'elle ne passe? trouvait même pas l'amour avec ses parents. Je ne sais pas, elle n'est pas allée plus loin. Mais donc, avec les amis,
Et puis, elle dit, c'est une amie, même chrétienne, hein, qui lui a dit un jour, tes parents ne t'aiment pas. Au moins dans la rue. Quoi? Et c'est comme ça qu'elle est rentrée Qu'elle est dans la rentrée rue. dans la Elle est rue. restée dans la rue des années. Elle a même fait le ghetto. Parce que le ghetto, c'est plus dangereux que la rue simple comme ça. Drogue, prostitution, elle a tout fait. Mais la belle histoire ou bien la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, elle a eu sa maîtrise Ah oui? en marketing et management. Elle est finalement sortie de la Elle est rue. sortie de la rue. Et c'est ça la bonne nouvelle, que ce n'est pas une fatalité. Si on les accompagne, ils peuvent sortir de la rue. Vous voyez? Mais chaque fois qu'on les retrouve dans la rue, ils restent là. L'autre danger, c'est quoi? Quand ils sont dans la rue, ils se sentent à l'aise. Aucune autorité. Ils font ce qu'ils veulent. Mais avec les associations, on veut les protéger. On leur apporte à manger, on les couvre. Et puis, ils se sentent tellement à l'aise qu'ils n'ont même plus envie de retourner à la maison. Ne fais pas ci, fais ça. Non, non. Sous autorité, ils préfèrent la rue. Et c'est comme ça qu'ils grandissent dans la rue. À un moment, ils sont plus à l'aise dans la rue qu'à la maison. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. La solution, est-ce que ça viendrait de l'État ou de des associations? De tout le monde. D'abord, je dis l'État. On va dire qu'il y a les tests. Les tests sont déjà là. Le Togo a déjà de beaux tests. Il faut qu'on mette en application les tests. Mais même cette application-là, il faut qu'on tienne de la réalité. Entre-temps, il y a une commune qui a mis la police derrière ses enfants. Ils changent seulement de... Oui, je m'en rappelle. Ça ne règle pas le problème. Ils vont juste quitter cette commune et aller ailleurs. À une autre commune. Et continuer. Ça ne règle pas le problème. Il faut qu'on trouve une solution. Descendre pour les accueillir, retrouver les parents, faire injonction aux parents pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Si on retrouve encore un enfant dans la rue, ce n'est pas l'enfant qu'on va verbaliser ou sanctionner, mais on retourne aux parents. Mais les parents aussi donnent des raisons. Vous savez, le coût de vie aujourd'hui est cher. D'autres qui vous disent, j'ai rencontré une dame la dernière fois qui m'a dit, mais madame, j'arrive difficilement à subvenir à mes propres besoins. Comment voulez-vous que je prenne en charge des enfants? Un enfant n'a pas demandé à naître. Et c'est pas du moment où toi tu restes à la maison et que tu n'es pas dans la rue, et que tu restes à la maison et que tu manges, tu peux subvenir aux besoins. Oui, s'il le faut, c'est-à-dire... ce n'est pas une raison pour laisser un enfant dans la rue. Parce que oui, dans la rue, les parents sont là. Merci de l'avoir évoqué. Il y a des parents qui sont bien à Lomé et qui sont aussi à côté lorsque leurs enfants sont là. Voilà. Non, ce n'est pas la solution. Il faut de la sensibilisation. Il faut l'implication de l'État. Il faut l'implication de tous. Hein. Même nous qui les voyons dans la rue et qui les traitons de bandits, qui les chassons, tout le monde doit prendre sa responsabilité pour que chacun mette... En fait, tout le monde est coupable. Vient le côté social de la chose. De la chose. C'est vrai, on va leur donner à manger, mais il faut qu'on leur parle aussi. Il faut qu'on leur montre de l'amour aussi. Il faut qu'on les sensibilise à retourner à la maison. Je me rappelle 2008-2009, quand je disais que j'allais à la brigade pour mineurs. Je me rappelle un après-midi de pluie. Sous la pluie, on a libéré un de ses enfants et on s'est porté volontaire pour l'amener à la maison. Je n'oublierai jamais. Son papa dit qu'il ne le prend pas. Il n'en veut pas. Pourquoi? Il dit qu'il n'en veut pas, qu'il est fatigué de cet enfant-là. Qu'il n'en veut pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment... Bon, pour les hommes, je ne les comprends pas, mais pour les femmes, tu portes un enfant pendant 9 mois avec toutes ces souffrances-là et puis un jour, dis je n'en veux pas. Je ne comprends toujours pas. Mais quelque part, je ne les juge pas. Oui. Je ne les juge pas parce que derrière, ce sont beaucoup de souffrances. Quand une femme se sent abandonnée par le père, avec tout ce qui tourne autour. Vous voyez des femmes qui, à la mort du monsieur, se voient dépouillées de tous les biens. Il y a des mamans qui disent, bon, tu as des parents, ok, elle va laisser l'enfant à la famille du père. La famille du père, personne ne veut. Non, mais c'est beaucoup d'histoires tristes derrière. Mais maintenant, il faut qu'on regarde les conséquences. Vous savez, quand moi j'ai commencé à travailler dans cet univers-là, on parlait de 3 000, 4 000 enfants de la rue.
Oh. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 10 000. 10 000 même, il y en a d'autres. Voilà. Ouais. Donc, ça, pour ce petit rectangle de Togo. Et ça, c'est juste à Lomé aussi. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Et c'est une bombe à retardement. Ce sont des enfants qui s'adonnent à la drogue pour pouvoir résister dans la rue. Et quand on s'adonne à la drogue, vous savez ce qui peut se Ce qui va découler de ça. Quand on vient braquer, les voleurs viennent braquer les boutiques, qui sont-ils en fait? Est-ce qu'on se pose la question? Quand ils violent, on parle des violeurs, qui sont-ils? C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis actuellement dans un programme, demain c'est eux, pour dire que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. C'est clair. Et c'est nous, les adultes d'aujourd'hui, qui façonnons ces adultes de demain que sont les enfants d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est de la responsabilité des adultes d'aujourd'hui de préparer ces adultes-là pour qu'ils ne deviennent pas des brigands, des voleurs, des drogués, tout ce qu'on peut trouver comme vice dans la société. Parce que tout vient de là. Tout vient de là. Et puis, ce sont des enfants qui sont révoltés, qui n'acceptent pas l'injustice et qui sont prêts à tout quand leur vie est menacée. Mais revenons à l'histoire de cette dame qui a pu quand même sortir de la rue et aller refaire des études pour avoir son master ou sa maîtrise aujourd'hui. Comment s'en est-elle sortie? Est-ce qu'elle vous a raconté un peu comment a été son parcours de la rue pour revenir aux études? Elle a quitté le Togo pour se réfugier au Ghana. D'accord. Et c'est là qu'un monsieur l'a trouvée comme ça. Vous savez, j'ai parlé tantôt de prostitution. Et c'est dans cet univers-là que quelqu'un l'a rencontrée pour dire cette fille est trop intelligente pour faire ça. Et qu'il l'a finalement aidée à faire des études. Et finalement, elle est devenue son épouse. Je pense que c'est un bel exemple. Elle doit elle-même pouvoir raconter son histoire pour dire à ses enfants aujourd'hui qui sont dans la rue que c'est pas une finalité. Oui, sauf que vous savez, on est tellement prêt à stigmatiser les gens que raconter ça à visage découvert alors qu'elle est là. Et puis pendant tout ce temps-là, ses parents ne savaient pas. Hein. Dans la rue, jusque-là, ses parents ne savaient pas où elle se trouvait. Et ils s'en moquaient, ils ne demandaient pas des nouvelles? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle est au pays actuellement. Elle est au pays actuellement. C'est vrai que je lui ai dit, ton histoire doit servir, mais je ne sais pas, on verra comment. Il faut un chemin aussi d'acceptation elle-même d'abord. Oui, peut-être on le fera de façon déguisée, mais ce n'est pas si facile que ça. Facile. Elle me raconte, elle a 5 enfants aujourd'hui. Et puis elle me dit, je ne sais pas comment Dieu a fait pour lui donner encore 5 enfants malgré tous ces avortements qu'elle ne peut même pas compter. Parce que dans la rue, c'est aussi ça. Viol, drogue, avortement, tout. Non, c'est un univers. Quand on ne maîtrise pas, quand on ne connaît pas, on juge ces enfants-là. Mais derrière... Moi, chaque fois que je vois des enfants comme ça, je pense à mes propres enfants. Comment je me sentirais si mon enfant était dans cette situation? Ah oui, parce que ça peut aussi arriver à votre enfant. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça peut arriver à tout âge. Enfants, adolescents, surtout enfance et adolescence. Parce que ce sont les périodes les plus difficiles de la vie. Et quand les parents ne sont pas là, dans la rue à Lomé, on a des enfants des cadres de ce pays. On a des enfants de riches. Parce que ce n'est pas l'argent qui était le problème. C'est l'amour, c'est la présence qui était le problème. J'ai accompagné un enfant qui est rentré dans la drogue depuis la classe de 3e. Ses parents ne se sont rendus compte de ça que quand il était en première année d'université. Wow. Et j'ai dû parler à ses parents quand cet enfant m'a dit « Si je peux, je vais tuer mes parents ». C'est là que j'ai trouvé que c'est grave. C'est grave, vraiment. C'est pas l'argent qui manque. Ça veut dire que ce dernier peut un jour retourner à la maison avec un pistolet pour tuer ses parents comme ça. Et il dit comment il en est arrivé à la drogue. D'abord, en passant par une période d'insomnie. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait de l'insomnie? Chaque soir, il attendait que son père rentre et qu'il le voie avant de dormir. Et son père ne rentrait pas vite. Et il restait éveillé. Jusqu'à développer de l'insomnie. Et bon, personne ne l'écoute pour savoir qu'est-ce qu'il a comme problème. Ce sont les amis qui lui ont
dit, ben, avec la drogue, ça peut t'aider à tenir. Voilà. C'est vite fait. Hein? On dit, ah non, d'abord, ne leur parle pas de drogue, de médicaments qui peuvent t'aider. Et puis, on commence un médicament alors que derrière, c'est de la drogue. Et puis, c'est comme ça. Et vous savez aujourd'hui que dans nos écoles, ça la drogue circule. Sous une autre forme aujourd'hui. La drogue circule. Vous voyez que personne n'est à l'abri. Et les parents sont à la maison, croyant connaître nos enfants. Je racontais, faisais une communication la dernière fois, je racontais à des parents que moi, je connais un parent. Je connais aussi les enfants. Chaque fois que les enfants étaient avec nous au centre, quand le papa venait les déposer, ce sont des enfants très dociles. Très sages. Dès que le parent part, j'ai une autre personnalité. Ah oui, je pense que vous nous avez raconté l'histoire ici sur le plateau. Voilà. Oui. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'à la maison, l'atmosphère n'est pas bon enfant pour ces derniers, n'est-ce pas? Quand il y a trop d'autorité, on pense que les enfants sont sages, alors qu'ils ne sont que soumis. Mais intérieurement, ils n'acceptent pas. Ils sont révoltés. Alors, parlons de ça. Est-ce que les enfants ont suffisamment la parole aujourd'hui pour dire ce qui les anime, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils souhaiteraient réellement avoir? Oui et non. Il y a certains parents qui donnent la parole. Il y a certains parents qui ne donnent pas la parole. Et il y a aussi certains parents qui en font trop. Qui en font trop, oui, on ne le touche pas. C'est-à-dire trop d'amour tue l'amour, comme on dit. C'est-à-dire trop aimer pour ne pas dire non quand il le faut. Ce n'est pas aimer un enfant. Je me rappelle une fille, quand elle est rentrée dans la... Je vais l'appeler prostitution, puisqu'elle peut coucher avec 10 hommes. Quand je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle m'a répondu, c'est la faute à maman. Mais qu'est-ce que maman a fait dans cette affaire? La réponse est, maman ne me dit jamais non. Et moi-même, je n'ai pas appris à dire non. Wow. Et pendant qu'elle faisait tout ça, la maman pensait qu'elle avait une fille sage. Et c'est ça qui la dérangeait. Ma maman pense que je suis Qu'elle lui sage. dise une fois, non, ne fais pas ci. Il faut que nous, parents, apprenons à dire non à nos enfants. Juste pour leur dire, dans la vie, c'est pas tout rose. Tout rose. Et tu n'auras pas tout au moment où tu le veux. Il faut pouvoir développer la patience. Et quand moi, ton parent, je te dis que non, je n'en ai pas, écoute-moi, comprends qu'aujourd'hui, je n'en ai pas. Quand j'en aurai, je vais te donner. Pas besoin de te fâcher. Tu sais très bien que je t'aime. Est-ce que quand tu avais besoin de ça, je ne te l'avais pas fait? Oui. Donc, si je te dis aujourd'hui que je ne l'ai pas. Et puis, dans la vie, il faut leur expliquer. Dans la vie, il faut savoir que tu n'auras pas tout à tout moment. Moi, je me rappelle aujourd'hui aussi, c'est ces influenceurs que nous avons sur les réseaux sociaux qui font croire que tout est rose, l'argent facile. Et puis les enfants, vous voyez aujourd'hui, on veut se débarrasser des enfants parce qu'on veut travailler. On leur donne des smartphones. Il y a tout le revers de la médaille est vraiment très, très noir. Qui nous guette. Vous voyez des petites filles de 15, 16 ans qui sont maquillées, vous croirez que ce sont des femmes et qui s'adonnent à je ne sais quoi sur les réseaux sociaux. Ce qui arrive, il faut que nous, les parents d'aujourd'hui, nous soyons vraiment vigilants. Vigilants par rapport à nos enfants parce que ça ne sert à rien de faire des enfants et de les perdre. Pas les perdre parce qu'ils sont morts, mais les perdre parce qu'ils sont devenus des individus qu'on a du mal à reconnaître, qu'on a honte de présenter comme nos enfants. Être parent, c'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. Malheureusement, aujourd'hui, les ados font les enfants font des enfants. Et ces enfants dans la rue, les filles sont violées, tombent enceintes, font des enfants qui restent dans la rue. Dans la rue aussi. Vous voyez que le phénomène est alarmant. Est-ce qu'il ne va pas falloir aussi refaire l'éducation de nos parents ou leur transmettre autre chose que ce qui se fait actuellement? Oui, et le film Abalo et Afi, quand je dis que je souhaite à chaque projection qu'on fasse un débat autour, c'est aussi cette éducation-là, où quand vous allez appeler des parents aujourd'hui pour leur dire sensibilisation, éducation, on va dire, c'est vous qui allez nous apprendre maintenant. Mais il y a des exemples quand on va leur donner. Il y a des images quand eux-mêmes, ils vont voir, ils vont se dire, ah bon?
En tout cas, le film, là, beaucoup qui l'ont vu se disent, je ne savais pas que c'était comme ça. Ah ouais? Donc, mon enfant aussi peut sombrer. Oui, oui. Est-ce qu'on va dire que le film Abalo et Afi est une solution à tous ces problèmes que rencontrent et les enfants de rue, et les ados, et les parents aujourd'hui? C'est un outil. C'est un outil que nous mettons à la disposition des adultes que nous sommes pour comprendre la situation afin de prendre les meilleures résolutions possibles. Parce que la solution ne sera même pas unique. D'accord. Puisque chaque enfant est unique. C'est-à-dire, on ne peut pas donner une seule solution qui va s'appliquer à tout le monde. Non. Un enfant éduqué, l'éducation dépend du parent. Soit le parent est autoritaire, soit le parent est trop permissif, soit le parent est démocrate, c'est-à-dire il fait participer. Donc, l'éducation dépend déjà de ça. Tout, en fait. L'éducation dépend de l'univers, de l'environnement de l'enfant. Déjà, l'école, les amis. Non, mais c'est beaucoup de choses et tout cela, c'est quand on écoute son enfant, quand on comprend son enfant, quand on connaît son enfant, surtout connaître nos enfants. Et connaître nos enfants, c'est pas, bon, il s'appelle Afi, il s'appelle Abalo, non. Connaître nos enfants, c'est aussi connaître comment ils réagissent devant telle situation. Oui. Comment ils réagissent quand je fais ci ou je fais ça. C'est ça, connaître nos enfants. Je ne sais pas si vous m'avez déjà suivi raconter l'histoire de mon Benjamin qui est grand maintenant. Quand un jour je rentre dans le garage avec le véhicule et il commence à tourner autour de moi alors qu'il ne le faisait pas. Pas d'habitude. J'ai trouvé ça étrange parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Je vais m'asseoir au salon, il vient s'asseoir. Tu as quoi? Non, il n'y a rien. Je dis non. Il y a forcément quelque chose. Oui, parce que tu ne fais pas ça souvent. Et c'est là que difficilement, il me dit qu'il y a un groupe de jeunes dehors qui lui ont dit, demain tu voles de l'argent à la maison et tu viens à cet endroit nous le donner. Sinon, tu verras ce qu'on va te faire. Quoi? Et gare à toi si tu ne ramènes pas l'argent. Et gare à toi si tu dis ça à la maison. Wow. Donc, il avait du mal à le dire, mais il avait aussi peur de ne pas pouvoir aller au rendez-vous avec l'argent. Mais ce qui l'a sauvé, je me dis, c'est d'abord parce que peut-être il avait un peu confiance en moi, mais aussi, on lui a dit quelque chose. Si tu ne viens pas, déjà, on ira dire à tes parents que tu voles de l'argent que tu viens dépenser à la maison. Donc, ils m'ont dit qu'ils viendront te dire que moi, je te vole, alors que moi, je ne t'ai pas volé. Donc, le fait qu'il n'ait pas volé lui a donné au moins cette confiance. Et finalement, il a parlé. Je dis, ah bon? Ok, tu vas jouer au Zorro. Tu vas aller au rendez-vous. Et ce jour-là, il est allé au rendez-vous. Avec sauf l'argent? que derrière, j'ai mis des gens, quoi. Et c'est comme ça qu'on a pu arrêter. C'est un réseau, là. C'est un réseau. Des élèves, en plus. Je vous assure que ce jour-là, quand on les a arrêtés, qu'on a amené un à la maison, sa maman était prête à prendre l'avion pour aller à Dubaï. Pour vous dire que ce n'est pas enfant de n'importe qui était dans ce gang-là. Vous imaginez un peu? Il faut qu'on raconte ça aux gens. Et moi, j'ai tellement fait d'expérience avec les enfants et les enfants de rue que l'outil que j'ai trouvé, le canal que j'ai trouvé pour aider les autres, c'est le film Abalo et Afi. D'accord. Maintenant, pourquoi Abalo et Afi? Quand vous viendrez regarder le film, vous verrez pourquoi c'est Abalo et Alors, justement, faites-nous plonger dans une des scènes de Abalo et Afi, une scène qui vous a le plus marqué sur le tournage de ce film. C'est la scène qui m'a marquée et dont le tournage a été difficile pour moi. C'est quand on voit les enfants enterrés dans le sable et on ne voit que la tête. Ouais, parce que c'est vrai aussi. C'est des réalités aussi? Ce sont des réalités parce que c'est un enfant qui s'appelle Hamza. Et Hamza se retrouve comme personnage dans le film, qui un jour est venu à la maison TV5 Monde. Oui. Je sortais de la bibliothèque et il m'interpelle. Moussa, kaka menyama eskulo. Oh là là. C'est quel enfant? Ça fait pleurer. Et c'est là que j'ai essayé de comprendre. Il faisait la rue. Il est rentré dans le centre comme ça. Et puis il regardait les enfants lire à la bibliothèque. Il est resté dehors les regardant. Et c'est quand je suis sortie qu'il m'a posé la question.
Et c'est lui qui m'a raconté pourquoi ils dorment comme ça. La raison se trouve dans le film. Dans le film, à regarder. C'était absolument. un film difficile à tourner parce que comment mettre les enfants comme ça? C'était vers 23h minuit qu'on a tourné ce film-là. Wow. À la plage. Il faut regarder le film bientôt en grande première. Oh là là, j'ai hâte d'avoir la date Et de puis, cette première. il y a la scène du viol, c'est-à-dire comment Afi a été violée. Ouais. En tout cas, le film est à regarder absolument. Cas, j'ai hâte d'avoir cette date de la première. Ce sera une très histoire bientôt. donc inspirée de vrai, tout ce réel. long métrage et donc une histoire vraie que vous remettez dans le cinéma togolais. Le scénario, la mise en lumière, tout, vous repartez avec quoi comme expérience, vous repartez avec quoi de ce film? D'abord de la fierté. Il m'arrive rarement d'être fière de moi, mais j'ai dit à ma fille, pour l'une des premières fois, je suis fière de moi. C'était à l'avant-première quand le film. Parce que ça a été tellement difficile, financièrement, en énergie, sacrifice, en temps, que quand j'ai vu le film et que tout était presque parfait, c'est pas tout à fait parfait, c'était presque parfait. Et surtout quand, après, j'ai demandé à des professionnels, qu'est-ce que vous me faites comme remarque? Et qu'il n'y avait pas grand-chose à me dire. Ah oui? J'ai dit, waouh, Mimi, tu l'as fait. Même si ce n'est pas parfait, tu l'as fait. Et quand dans la salle, ce jour-là, on a donné la parole aux gens et que un monsieur qui a travaillé dans cet univers-là, d'abord a dit, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas fait le cinéma? J'ai dit non. Et il dit, mais le casting déjà, waouh. J'ai dit, bravo. Je tiens à préciser que Madame Bossoussoué Gédé est la sœur du réalisateur, du grand réalisateur que nous avons reçu sur ce plateau, voilà, Marcelin Bossou, qui a fait sortir aussi un film, qui est toujours en réalisation. Et donc, on va dire que la production et la réalisation est une question de son. Mais merci de l'avoir souligné, parce que certains pensent que c'est lui qui l'a réalisé. Heureusement, même sur le plateau, sur le tournage jusqu'à la fin, il n'a pas mis pied. Et c'était un choix partagé. Il n'a pas apporté son expertise. Sur le tournage, il n'est pas venu. Je voulais mon fils. Parce que forcément, s'il vient... Il va apporter son regard. Non, il va dire ça, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, je voudrais que tu... mais j'aurais juré le contraire. Non, il n'était pas sur le tournage. J'ai fini le montage. Il a regardé. Il m'a fait des remarques. Ça, tu l'enlèves. Ça, tu l'enlèves. Ça ne peut pas se passer ainsi. J'ai dit, OK. Quand il a tourné le dos, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Il a voyagé entre-temps. Il n'a pas encore vu le produit fini. Pour se rendre compte que... Elle n'a pas changé les choses? Elle n'a rien changé là. Mais aussi, j'ai tenu compte de certaines de ses remarques pour que le film soit mieux que ce que j'ai fait. Pour dire que, de bout en bout, ce film-là, je l'ai fait. Mais quand je dis je l'ai fait... c'est toute une équipe. Voilà, c'est ce que je voulais relever. C'est tout ce qui était derrière moi. Mais vous savez, il faut quelqu'un pour porter la gloire. Je porte la gloire. Au nom de tous. Voilà, au nom de tous. Mais c'était toute une équipe derrière moi. Je remercie encore. Merci Madame Bossoussoué Gédé d'être passée sur le plateau de la balade matinale. Nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, conclure en quelques mots. Déjà, inviter les gens à suivre, quand la date sera donnée, de venir suivre Abalo et Afi. Dire aux parents, il faut qu'on s'occupe vraiment de l'avenir de nos enfants en étant présents, en connaissant nos enfants. Et puis, en disant que Abalo et Afi, c'est une histoire aussi qui part du fait qu'une maman a été, selon la tradition, chassée de son village, qui a finalement mis ses enfants dans la rue. Et c'est ça ce qui raconte aussi le film. En tout cas, c'est à découvrir. J'invite les gens très prochainement à la grande première. Avec votre permission et votre invitation, je viendrai annoncer la date. Super, c'est déjà pris comme rendez-vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à la Radio Djena pour tout ce que vous faites, surtout pour le droit des enfants et tout le reste. Merci de m'avoir invité. Merci.
Merci. Je tiens à préciser que les enfants de rue n'ont pas demandé à être dans la rue. C'est par la force des choses qu'ils s'y retrouvent. Et donc, vous et nous, on a un travail à faire ensemble pour ramener ces enfants à la réinsertion. On va essayer ce que nous pouvons à notre niveau, à votre niveau également. Donnez-vous ce devoir-là d'accompagner ces enfants de rue. Nous étions aujourd'hui avec Madame Essie Mimi Bosso-Soyede, productrice et réalisatrice de ce film Abalo et Afi à découvrir très prochainement dans les salles de cinéma au Togo et d'autres films également à venir. Ouais. Merci de votre passage. Merci. À très bientôt. Je vous retrouve moi lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.